Holin Dafnun Vav, on va commencer par la Mishnah en haut de la page. Ve'elu terefot barof. Après qu'on ait étudié longuement le sujet des trefot pour une behema, maintenant la Mishnah va nous parler du rof. Bien que toutes les trefot qui concernent l'animal, la bête, concernent également la volaille, mais cette Mishnah va nous rajouter des détails qu'on n'aurait pas pu savoir si il n'y avait pas eu un enseignement précis pour la volaille. Ve'elu terefot baof. Voici donc les trefot à propos des volailles. Nekuvat aveshet, upsukat agargeret. Nekuvat aveshet. S'il y a un trou dans l'œsophage, vous allez me dire, mais ça c'est évident, on l'a déjà vu à propos de la behema. Une behema qui a un veshet qui est perforé, elle est terefa. Quel est le hidouche par rapport au rof? En effet, il n'y a pas de hidouche, mais la Mishnah l'a cité agav. Agav, ça veut dire au passage. Puisqu'il a fallu nous dire pesukat agar geret, alors on nous a dit agav aussi nekuvat aveshet. Qu'est-ce que ça veut dire pesukat agar geret? Gargeret, c'est le canet, c'est la trachée. On a déjà appris plusieurs fois que le canet, la trachée, si ça a été coupé, par exemple, la bête elle est passée par un grillage, il y avait là-bas un barbelé, elle s'est déchiquetée la trachée. Ma'adin, le din est que pesukat agar geret, jusqu'à la moitié, c'est encore tolérable. Mais si ça a été plus que la moitié, le rov, dans ce cas-là, elle est trefa. Nachon, ce qu'on appelle pesukat agar geret, la trachée sectionnée. Alors, de la même façon qu'on l'a pris pour la behema, qu'elle est trefa, ainsi pour le rof. Ainsi pour le rof. Pesukat agar geret. Alors, Rabotai, vous allez me dire, mais Boker Tov, mais ça aussi, c'est pas un hidouche. On l'a déjà appris pour la volaille, pour l'animal. Donc si on l'a déjà appris pour l'animal, donc c'est pareil pour la volaille. Pourquoi ce n'est pas obligé? Et alors? Un oiseau. Donc peut-être que les règles ne sont pas les mêmes. Expliquez-vous. Si c'est plus petit, peut-être que la moitié, c'est déjà suffit pour la renfasson. Mais pour quelle raison? Parce que c'est plus petit. Elle est plus petite. Et alors, si c'est une grande volaille, si c'est un dindon qui est plus grand que la brebis, c'est pas une question de petit physiquement. C'est une question de halacha. C'est-à-dire, on connaît la différence entre l'animal et la volaille. Pour une bête, il faut faire shrita aux deux simanim. Tandis que pour l'oiseau, pour la volaille, il est suffisant de faire siman et had be'of. Alors, là, on aurait pu se tromper et penser que, quand est-ce qu'on a besoin d'arriver au rov cané pour dire que psukat agar geret, une bête qui a le canet, la trachée déchiquetée, quand est-ce qu'on considère qu'elle est tréfa? Que si elle a été sectionnée majoritairement. Le rov du canet a été sectionné, c'est là que je dis qu'elle est tréfa. Mais pour une volaille, j'aurais pu penser que même moins que ça. Même si juste un trou dans la trachée, déjà elle est tréfa. Pourquoi? Parce qu'un siman be'of, c'est extrêmement important. Dans une behema, un siman sur deux, le siman lui-même, déjà, c'est que 50%. Et après ça, tu as une partie seulement. Donc en pourcentage, tu me dis le problème, il est mineur. Mais au niveau du rof, où un siman, c'est déjà la totalité de la cachoute, alors là, j'aurais dit que même un trou, c'est déjà un problème. C'est pour ça que la Mishnah vient te dire non. Psukat agar geret. Avec un trou, ça ne suffit pas. Il n'est pas tréfa. Il faut que la majorité du canet soit rompue, sectionnée. C'est là qu'elle est tréfa, exactement comme pour une bête. Encore. Hikta hulda al rosha. C'est-à-dire que la belette, elle a frappé la volaille et elle a même mordu sur la tête. Elle a mordu la tête. Makom sherosa ota trefa. C'est-à-dire
dans l'emplacement de ce qu'on appelle Krum Amoah, la membrane du cerveau, ou en général, pour une bête aussi, on avait vu qu'elle devient tréfa si la membrane du cerveau a été atteinte. Regardez Rashi. Hikta hulda al rosha, haishinan lenekivat akum. On craint perforation de la membrane du cerveau. Hikta nasharta beshineha. C'est pas simplement frappé, c'est surtout mordu avec ses dents. Des ilou bayad, amrinan le'il, yesh drusa la hulda be'ofot, bechol keneged halal mitarfaba. C'est-à-dire que c'est pas seulement par rapport à la membrane, n'importe où, même keneged halal, si elle lui a donné un coup sur la colonne vertébrale, aussi ça s'appelle drusat hulda, et elle serait tréfa. Donc on va pas parler que de la tête. Ici, on a parlé de la tête parce qu'on parle d'une morsure, et la morsure, les dents de la belette peuvent pénétrer donc la boîte crânienne du off, et ensuite toucher à la membrane et perforer donc le cerveau, plutôt la membrane du cerveau. Krum Amoah. Voilà pourquoi elle est terefa. Je répète la Mishnah. Hikta hulda al rosha. La belette l'a frappé sur la tête. Rashi dit, faut pas traduire frapper avec la patte, mais plutôt mordre avec sa bouche. Makom sherosa ota terefa. Si ça atteint quel endroit? La membrane du cerveau, ce qu'on appelle Krum Amoah. C'est ça le makom sherosa ota terefa et pas n'importe où. Dans ce cas-là, elle est terefa. Nika va kurkevan. Si le kurkevan a été percé, c'est-à-dire l'estomac. On avait déjà vu ça, que le gésier. Vous vous rappelez comment c'était l'appareil digestif de l'oiseau? Il a ce qu'on appelle un zéphek, le jabot. Le jabot, c'est d'œsophage, ça va au jabot. Et après, ça remonte, et après ça va aller à l'estomac. Je vous lis. Amazon she'aof boleya, over derechave shetel azefek, she'ukis, shebo mit'arsen amazon abilti me'ukal. Dans le jabot se retrouve entassé l'aliment non digéré. Umisham letzinor abasar atafua ha'omed beknisa la kurkevan, hakeva blotit, harechen over amazon la kurkevan, atochen et amazon be'ezrat ashririm, ve'aor ha'mechuspas shebetafnot ha'pnimiot. תחינת המזון מכשירה אותו להתעכל על ידי מיץ העיכול הנוצר בקבע הבלוטית, לאחר מכן עובר המזון למעיים. C'est-à-dire que dans l'estomac, il y aura le broyage de tous les aliments parce qu'il va y avoir une traversée de l'aliment par un endroit où il va y avoir des sucs gastriques, des acides que la volaille va produire et qui vont se mélanger aux aliments, qui eux-mêmes vont être broyés ensuite dans l'estomac, parce que l'estomac, c'est une paroi musculaire, cette paroi où il y a les muscles, vont évidemment broyer, mais en plus c'est que la paroi même de l'estomac étant rugueuse, donc ça rajoute au broyage des aliments. Nika va kurkevan. Donc s'il y a eu un perçage, une perforation au niveau du kurkevan, elle est tréfa. O nikvu haddakin. Ou bien si les intestins ont été perforés. Ça aussi, ça s'appelle tréfa. Vous allez me dire c'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche? Mais on a déjà vu que Nikvu Adakin dans Behema, c'est tréfa. Ma chidouche de le dire à propos des oiseaux. Eh bien, à propos des oiseaux, on aurait pu se tromper et croire que pour moins que ça déjà, elle est tréfa. C'est quoi moins que ça? Imaginons par exemple qu'il y a eu une ouverture de la peau du off et ses méraïm sont sortis à l'extérieur. Elle a eu les entrailles, les intestins qui sont sortis dehors. On aurait pu imaginer que dans ce cas, la bête est tréfa. Eh bien, ça, le chidouche, c'est qu'on nous dit que non. Tant qu'il n'y a pas eu de perforation dans les intestins, l'oiseau est encore cachère. Nafla la our venehmeru bene me'eha. Si la volaille est tombée dans le feu, en étant vivante, et ses entrailles, nehmeru.
Qu'est-ce que c'est que la traduction? Rashi dit Kuvtsu mehamat ha'ur venehefra mar'itan. Lachon me'ai homar meru. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le feu a causé deux choses. C'est que les entrailles se sont contractées, rétractées, et en plus ils ont changé de couleur. Ils sont passés au feu. S'il y a eu un résultat pareil par le feu, eh bien en effet la bête, la volaille, elle est terefa. Je répète, nafla la'ur venehmeru bene me'eha. Alors je dis comme ça, regardez, je ne dis pas tout de suite terefa, ça dépend de la couleur des entrailles. Im yerukim pesulim, ve'im adumim kesherim. Si c'est devenu vert, les entrailles sont devenues vert, alors elle est terefa. Si c'est resté rouge, c'est kasher. Regardez Rashi. Im adumim, im horeku, bigmar mefaresh bagemara, lev vekur kevan adumim, shehoriku, veyerukin sheedimu. Veirukin sheedimu, aussi pareil. Tréfa. Ça veut dire que ce qui est vert est devenu rouge, ou bien ce qui est rouge est devenu vert, par le biais du feu, sous-entendu que le feu a brûlé la bête. Et donc cette volaille, elle est tréfa. Donc tout dépend de la couleur initiale de ses entrailles. S'il y a eu changement de couleur, elle est tréfa. S'il n'y a pas eu changement de couleur, elle est kéchéra. Même si ça Est-ce que c'est pas une question de sang qui circule? C'est arrêté de circuler. Et alors? C'est vrai que les entrailles vont changer de couleur. Oui. C'est pas les entrailles eux-mêmes qui sont brûlées. Alors le pirouche, il est comme ça. C'est qu'il peut y avoir une brûlure externe, n'est pas problématique. Tant que la brûlure, elle est qu'externe, c'est pas problématique. C'est la peau qui a brûlé, c'est pas grave. Quand est-ce que ça peut être grave? Si ça a impacté les entrailles. Et comment je peux savoir si ça a impacté les entrailles? Je vois la couleur, les membres qui étaient rouges sont devenus verts, ou les verts sont devenus rouges. Maintenant, il y a aussi cette notion de kvitsa, c'est-à-dire une rétractation du tissu des entrailles. Et s'il n'y a que rétractation, on n'a pas le changement de couleur. Non, il faut les deux. Il faut les deux. Derasa, Écrasé. c'est-à-dire que si quelqu'un a écrasé avec ses pieds l'oiseau, ou bien au terafa bakotel, ou bien si quelqu'un a pris l'oiseau et il l'a plaqué contre le mur. Oh, sheritzatzta behema. Ou bien par exemple, une bête qui est venue, qui a écrasé la volaille. Dans ces trois cas de figure, nous craignons ce qu'on appelle rissouk evarim. Et on avait vu, ça correspond à quoi rissouk evarim? Ça correspond à ce qu'on appelle nefoula. Vous vous rappelez quand on avait appris une bête qui est tombée du toit. Nachon. C'est-à-dire que la différence entre un oiseau et un animal, c'est que l'animal ne s'envole pas. Et donc, s'il tombe du toit, il a ce qu'on appelle rissouk evarim, un écrasement des membres. Et si quelqu'un fait la shhita à la bête immédiatement, quand la bête elle était par terre après être tombée de haut, elle a chuté très bas, et elle se retrouve encore par terre, elle n'a même pas encore bougé, tu viens, tu lui fais la shhita. Cette bête, elle est terefa. Qu'est-ce qui peut faire qu'elle est cachère? Si elle s'est remise sur ses quatre pattes, ou bien que 24 heures se sont écoulées et qu'elle n'est pas morte. Là, on a un siman, on a une preuve qu'il n'y a pas eu rissouk evarim, que ce traumatisme n'a pas été mortel. Pour l'oiseau, ça ne marche pas comme ça. L'oiseau, il tombe du toit. L'oiseau, il s'envole. Donc, il n'y a pas de problème de nefoula. Donc, tu ne peux pas parler de nefoula au niveau des oiseaux, des volailles. Alors, on a parlé d'autre chose. On a parlé de déroussa, d'écrasement. Écrasé comment? Pas parce qu'elle est tombée du toit. L'oiseau, il tombe du toit, il n'y a aucun problème. C'est parce que quelqu'un l'a violenté brutalement. Par exemple, il a pris l'oiseau par la tête et tac, il le plaque contre le mur. Ou bien une bête qui vient et qui l'écrase. Ou bien un homme qui marche sur l'oiseau, il l'écrase. Tout ça, ça peut faire ce qu'on appelle rissouk evarim, écrasement des membres, et elle serait terefa à ce titre-là. Mais qu'est-ce qui pourrait la sauver? Mefar keset veshahata me'et le'et ushhata keshera. Mais si il a attendu 24 heures patiemment, et
elle a survécu. Après 24 heures, eh bien, il peut lui faire la shrita, elle n'est pas considérée comme droussa. Regardez Rashi, le dernier Rashi de la Mishnah. Derasa Adam beraglav, Osheterafa bakotel, Hikaba bakotel, Osheritzat stabema, Deika le mihash lehanet lata, Mishum rishsuk evarim, Ve'adain mefarkeset, Im shahata me'et le'et ve'shahata kshera, Ubdika baya. Il faut malgré tout, après avoir fait la shrita, faire l'abdika. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire bdika? Vérifier les membres à l'intérieur s'ils n'ont pas été écrasés. Rav Shmuel velevi de Amre, machnis yado lifnim u bodek, im mebatzbetz ve'ole terefa, ve'im lav keshera. Commençons la Gemara. La Gemara se rapporte au début de la Mishnah, qui a dit que si jamais une volaille a été attaquée par une belette, par une hulda, cette hulda, qu'est-ce qu'elle lui a fait dans la tête? Elle lui a mordu la tête. Et donc, les dents de la belette ont pénétré le crâne de l'oiseau. Alors, ça dépend. Si le kroum hamoach a été perforé, si la membrane du cerveau a été percée, en effet, la volaille est tréfa. Maintenant, la Gemara va nous expliquer comment, techniquement, on pourrait savoir si la membrane a été atteinte ou pas. Rav Shmuel Velevi, 3 hachamim, qui étaient compétents en matière aussi du physique, de l'anatomie de la volaille. Et il disait, Amre, machnis yado lifnim, ou bodek, imebatzbetz ve'ole, terefa, ve'imlav keshera. Tu fais rentrer ton doigt dans la bouche de la volaille et tu pousses en appuyant sur le palais. Avec le bout de ton doigt, tu appuies sur le palais de la volaille. Donc ça va monter vers la tête. Si réellement la membrane était percée, eh bien on va voir la cervelle qui sort à l'extérieur, puisque ça a été perforé avec les dents de la belette. Mais si la membrane du cerveau est parfaite, c'est juste le crâne, c'est juste la boîte crânienne qui a été atteinte, mais pas la membrane du cerveau. Eh bien, même quand tu vas appuyer dans la bouche et tu vas faire remonter la cervelle, ça ne va pas pour autant déborder à l'extérieur. Car c'est comme dans un sac plastique, ça reste dedans. Regardez Rashi, le premier Rashi de la Gemara. Machnis yado bepiv shel of, shenasharto hulda berosho, u bodek dohek etzbao klape hech ha'of, ve'amoach nidhak lemala. Im hamoach mebatzbetz ve'yotze derech nekev hamaka, terefa, shema nikavakrum. Pourquoi Rashi dit shema nikavakrum? Pourquoi Rashi ne dit pas chez nikavakrum? Je vous dis mon sentiment personnel. Quand on dit schéma, peut-être, a priori c'est sûr qu'il y a eu une perforation dans la membrane, puisque tu as appuyé et c'est sorti à l'extérieur, ça a débordé. C'est que nikavakrum, pourquoi tu dirais que schéma? Peut-être que c'est justement en appuyant que tu as éclaté la membrane. Donc c'est pas sûr à 100%. Il y a une forte probabilité. Puisqu'elle a été attaquée par la hulda qui l'a mordu dans la tête, qui lui a fait entrer les dents dans le crâne, alors il y a une forte probabilité que la membrane soit percée, et par conséquent, lorsque tu appuies, c'est à cause de ça que ça a débordé à l'extérieur. La cervelle est sortie dehors, ce qu'on appelle le moah. Mais c'est pas sûr à 100%. Pourquoi? Parce que peut-être que la membrane, elle était bien. Mais toi, maintenant, quand tu as appuyé dessus, tu l'as éclaté. C'est pour ça que Rachid dit schéma. Mais comme la forte probabilité, c'est que c'est relatif, c'est dû et lié à la morsure de la belette, voilà pourquoi elle sera considérée terefa. La Gemara pose la question par rapport à ce conseil. Tu me dis d'appuyer avec mon doigt sur le palais. Haniha leman de amar ad de min kiv karma tata'a ela leman de amar in kiv illa'a af'al gavdelo in kav tata'a
Nihush, Dilma illa'a inkiv, tata'a lo inkiv. La Gemara dit, on a déjà vu, là-haut dans le Daf Memhe, une mahloket à propos de la terefa de Nikav Krumamoah. Qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à une behema, quand est-ce qu'elle est terefa? C'est lorsque la membrane du cerveau a été percée. Mais il y a une mahloket. Il y a ceux qui disent que il est suffisant que la membrane supérieure, parce qu'il y a deux membranes, il y a deux membranes autour du cerveau. Il y a ceux qui disent que même si la membrane supérieure déjà a été percée, même si celle d'en dessous, elle est encore parfaite, elle est terefa. Il y en a qui disent que non. Il faut que le trou soit percé dans les deux membranes. C'est là qu'elle est terefa. Alors la Gemara pose la question, elle dit, Bishlama, d'après celui qui dit qu'il faut que les deux membranes soient percées, alors je peux comprendre que quand tu appuies en dessous, il y a un débordement du moah. Mais si tu me dis que elle est terefa, même moins que ça, ça veut dire que même si juste la membrane supérieure a été percée et celle d'en dessous, elle n'a pas été percée, malgré tout elle est terefa, alors comment tu peux me proposer une telle bédika? Mais ta bédika, elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible que quand tu appuies en dessous, ça ne déborde pas. Et pourquoi ça ne déborde pas? Parce que la membrane d'en dessous, elle est parfaite, mais elle est tout de même terefa. Pourquoi? Parce que la membrane supérieure, elle a été trouée. Alors comment tu m'as proposé une bédika qui n'est pas une bédika? La Gemara répond, c'est faux. Techniquement, c'est pas comme ça que ça va se passer. Techniquement, même si une seule membrane a été percée, c'est-à-dire la membrane supérieure, eh bien ça suffit pour que ça déborde. Pourquoi? Car la membrane d'en dessous, elle est tellement molle que quand tu vas appuyer dessus, c'est sûr que ça va éclater. Donc, si la membrane supérieure, qui est la plus solide, elle a été percée et elle était terefa, eh bien ta bdika par le doigt, ça va marcher parce que, en effet, ça va déborder de toutes les manières, car tout de suite ça va s'ouvrir. Je relis. Ita de inkiv illa'a tata'a agavrukre mifkar pakar. Si réellement la membrane supérieure, qui est la plus rigide, elle était trouée à cause de la dent de la belette, même si la dent de la belette n'a pas percé la membrane inférieure, malgré tout il y aura un débordement de moah. Pourquoi? Étant donné que la membrane inférieure elle est molle, quand tu vas appuyer dessus, elle va s'éclater et le moah il va sortir. Comment? Vous n'avez pas entendu. Puisque la deuxième membrane n'a pas été percée. Mais non, ça n'a rien. C'est deux qui savent. La deuxième, ça n'a rien. Il n'y a que l'extérieur qui est mort. L'intérieur, elle ne compte pas du tout. C'est comme si elle avait pas. Donc il faut percer la première membrane pour pouvoir faire sortir le mois. Ah oui, l'extérieur. Dans le système, éventuellement avec le doigt, il aurait pu. Alors tout à l'heure, on disait qu'il aurait peut-être pu percer avec son doigt. Attendez. Tout à l'heure, on a dit qu'il aurait peut-être pu percer. Et là, on craignait qu'à ce moment-là, c'est le chorette qui a percé. Là, on va venir maintenant. On n'a même plus besoin d'attendre que la première membrane soit percée. La deuxième membrane, puisqu'il y a de fortes chances, et à tous les coups, il la perce. C'est ça que ça voudrait dire. Donc, il y a deux. Il y avait un cas, il y avait une membrane, il y avait un cas, il y a deux membranes. Mais il peut la percer que dans le cas où il y a un trou déjà. S'il n'y a pas de trou, il perce rien du tout. Si les deux sont nickel, tu appuies, il n'y a rien qui sort. Il faut qu'il y ait un trou déjà dans la membrane extérieure. Il est percé la membrane première. Mais c'est ça comme ça, il est très fast, il y a un trou. La première membrane ne sert à rien. C'est quelqu'un d'autre qui pense différemment du premier. Je sais pas si c'est quelqu'un d'autre. Non, je veux bien membrane. D'après celui qui dit qu'il faut que les deux membranes soient percées, c'est laquelle est terefa. Donc on a compris que l'abdika, elle est facile. Tu appuies, ça déborde, c'est qu'il y avait un trou dans les deux membranes, terefa. C'est clair? Et là, on a dit que peut-être que c'était le chauffeur qui aurait pu percer la première membrane. Non, ça j'ai dit tout à l'heure comme explication pour dire pourquoi Rachid a rajouté un mot. Pourquoi il a dit schéma? Pourquoi il n'a pas dit c'est sûr? J'ai expliqué qu'il y a 1% quand même, 99% que c'est la belette qui a fait le trou. Et quand tu appuies, ça déborde. Mais alors pourquoi Rachid a dit schéma nikav? Pourquoi il n'a pas dit chez nikav? Parce qu'il peut y avoir un pourcentage que ce soit le chouchet qui l'ait fait. Donc, Les deux membranes ont été percées. les deux membranes. Bien d'accord, les Oui, deux membranes sont oui. percées. Maintenant, nous, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est la question de la Gemara par rapport à la deuxième chita. Il y a ceux qui disent que même si la membrane inférieure est parfaite, elle est tréfa.
Pourquoi? Parce que tout dépend de la membrane supérieure. Si la membrane supérieure, elle est percée, eh bien, elle est tréfa. Même si la membrane inférieure est parfaite. Il y a une chita comme ça dans le Daf Memeh. Alors, la Gemara pose la question. D'après cette chita, comment tu peux m'expliquer ta bdika? Ta bdika, elle servira à rien. Puisque la membrane inférieure, elle est parfaite, donc ça protège le moah. Et donc, même si tu appuies en dessous, il n'y aura pas de débordement. Et bien qu'il n'y ait pas de débordement, elle est tout de même tréfa. Donc ta bdika, elle ne sert à rien. Parce que tu peux faire une bdika et tu peux croire qu'elle est kshera, alors qu'elle est tréfa. Alors, vous voulez dire que la première membrane ne sert pas quand je prie. Non, non. Laquelle? La deuxième. Laquelle première? L'interne. En dessous. L'interne. Exactement. Exactement. Puisque celle d'en dessous, elle est molle, dès que tu appuies dessus, elle s'éclate. Donc tu auras une bdika qui est parfaite. Parce que si la membrane supérieure, elle est perforée par la belette, ne t'inquiète pas. En appuyant par en dessous, la membrane interne, elle ne va pas résister. Elle va tout de suite craquer et ça va laisser le débordement. Amar ze'ire, en bedika lehulda, mi pene, sheshineha dakot. Là maintenant, ze'ire n'est pas d'accord avec tous ces rabbanim, avec Rav Shmuel et Lévi, qui nous ont proposé cette bdika. Lui, il dit, ma pitom. La bedika, ça marche pas. Pourquoi? Parce que shineha dakot. Et alors? La Gemara dit shineha dakot mayhave. Ça veut dire comme ça. Je vais vous expliquer le sens de ce que disait Iré et la question de la Gemara. Lui, il dit shineha dakot. La pointe des dents de la belette est tellement fine que même si la belette avait percé la membrane du cerveau et que tu vas appuyer par en dessous, rien ne va sortir. Et donc, ça sert à rien. Tu crois que tu vas pouvoir déceler un problème de tréfout grâce à ta bdika? Ta bdika, elle sert à rien, elle est nulle. Parce que tu peux avoir aucun moah qui sort et pourtant la membrane, elle était trouée. Comment trouée? Eh bien, trouée par la belette. Alors pourquoi ça ne sort pas? Ça sort pas parce que shinéa dakot, parce que la pointe des dents de la belette, c'est tellement fin que, comme une aiguille, eh bien, ça sort pas. Le trou, il est trop petit. Mais il y a un trou, elle est très fin. Alors à quoi ça me sert ta bdika? La Gemara dit, ah bon? Mais même si le trou est petit, mais il y a bien quelque chose qui sort. Il y a du liquide, il y a quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui va sortir. Ne me dis pas que rien va sortir. Amar Aboshaya, dakot va'akumot. Qu'est-ce que ça veut dire? La belette, elle n'a pas seulement des dents qui sont fines, mais en plus elles sont tordues. Elle n'a pas été chez l'orthodontiste, et donc Hazak. Hazak ou Barou. Ça veut dire que nous n'avons pas de trou qui est droit. Ça veut dire qu'elle n'a pas des dents qui sont droites, et donc on aura un perçage direct entre le trou dans la boîte crânienne et le trou dans la membrane. Pour dire, dès que tu appuies dans la bouche, automatiquement ça va sortir par le trou du crâne. Non. Étant donné que ces dents vont en oblique, alors qu'est-ce qui va se passer? Au niveau du trou du crâne, la boîte crânienne, c'est là. Mais le trou de la membrane, c'est derrière. Ce qui fait que même si tu appuies, tu vas appuyer, mais il y a l'os qui couvre le trou de la membrane. Ce qui fait que rien ne va sortir. Je m'explique. Regardez. La morsure, elle est oblique. Bravo. C'est tout. C'est tout. Elle n'est pas verticale à 100%, elle est oblique. Excellent. Et donc, quand elle ferme ses mâchoires, les dents, elles piquent obliques. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce qu'on dit les Tanaïm. Bravo. Et c'est la raison pour laquelle la bédika ne servira à rien. Parce que même si je vais appuyer, rien ne va sortir. Pourquoi? Parce que le trou qu'il y a dans la membrane est bouché par l'os qui est au-dessus. Car le trou dans l'os n'est pas juste en face du trou. Maintenant, la Gemara raconte qui salik les Nehardéa. Lorsque Zéhiré est allé dans la ville de Nehardéa, parce qu'il habitait Bavel, et ensuite il est parti dans la ville de Nehardéa, Shalach Léou.
il a renvoyé de là-bas à ses voisins d'autrefois, à sa Kehila. Lui, Zéhir était rave d'une Kehila. Où ça? Dans la ville en Babylonie. Et ensuite, il est parti dans une autre ville, toujours en Babylone, qui s'appelait Nehardea. Quand il est allé là-bas, il a appris cette halakha à nouveau. Et il leur a dit, Rabotai, vous vous souvenez, la halakha que je vous avais enseignée, je m'étais trompé. Shalach leu, devarim she'amarti lifnechem, ta'ut hem beyadi. Beram, kach amru mishme de Rabbi Shimon ben Lakish. Bodkim la hulda bayad, aval lo bemasmer. Rabbi Yochanan amar, af bemasmer. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai cru que, en effet, comme la belette elle a des dents tordues, puisqu'elle pique en oblique, alors il se peut que l'abdika ne servirait à rien. Toi, tu vas appuyer, tu vas voir que rien ne sort, tu vas croire qu'elle est cachère, alors que c'est faux. Elle est taref, simplement rien n'est sorti parce que c'était en oblique. Eh bien, c'est faux. Car Rish Lakish a dit qu'en effet, l'abdika bayad est une bonne bédika, sous-entendu que si tu appuies, ça sortira. Le moah va sortir par le trou qu'il y a dans le crâne, si la membrane est percée. Si rien ne sort, c'est parce que la membrane elle est intacte, donc elle est kéchéra. Et cette bédika, c'est seulement avec, comme j'ai dit, en appuyant sur la bouche. Est-ce qu'on pourrait faire une bédika avec un masmer? Je prends un clou, je fais sortir le cerveau, la cervelle, je la fais sortir de la boîte crânienne, je prends un masmer et je fais rentrer dans le trou. Si ça rentre, c'est que c'était troué. Mahloket. Il y en a un qui dit que Bemasmer, la bédika, elle est bonne. Il y en a un qui dit, Rabbi Yochanan Amar, Af Bemasmer. Rabbi Yochanan, il dit qu'on peut faire une bédika avec masmer. Tandis que Rish Lakish, il dit non. On ne fait pas de bédika avec le masmer. Pourquoi? Parce que Pourquoi? Parce que nous risquons de trouer avec le clou la membrane. La membrane, elle est tellement fragile que toi, avec ton clou, tu vas dire, attends, où est-ce qu'elle a fait le trou, la belette? Elle a troué le crâne ici. Juste en face, qu'est-ce qu'il y a juste en face? J'enlève la boîte crânienne. Et juste en face, là, en face du trou qu'il y avait dans l'os, là-bas, je fais rentrer le masmer. Ça rentre, c'est que c'était percé. Elle avait déjà percé la membrane. C'est pour ça que le masmer, il rentre facilement. Si le masmer, il rentre pas facilement, c'est que la membrane en plastique, là, elle résiste. Le masmer, il rentre pas. Alors, Rabbi Yochanan, il disait, c'est une très bonne bdika, bien sûr. Si tu n'as pas fait la bdika avec la bouche, tu peux faire la bdika comme ça. Tu ouvres la boîte crânienne, tu vois là où il y avait le trou, juste en face, tu fais rentrer le masmer. Ça rentre facilement? Il y avait un trou dans la membrane. Ça rentre pas facilement? Il n'y a pas de trou. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Yochanan. Rish Lakish, pourquoi il n'est pas d'accord? Il dit le clou, il est pointu. Alors maintenant, quand tu as voulu essayer de faire entrer, ben maintenant c'est toi qui l'as troué. Et toi, qu'est-ce que tu vas croire? Qu'elle était trouée déjà auparavant par la belette. Qu'est-ce que tu vas dire? Terefa. Et tu vas dire au pauvre monsieur, il est là avec toutes ces volailles-là, jette-les maintenant au chien. Pskin. Les dents de la belette sont... Tout le monde a dit que Oui. Les dents... Tout le monde dit que les dents de la belette sont crochues ou non? Oui. Ils sont d'accord? Oui. Comment le trou dans peut correspondre avec le masmer? Alors, autour. Physiquement, je ne vois pas comment. Autour du trou. C'est-à-dire, ils ne vont pas à 3 km, c'est juste à côté du trou, n'est-ce pas? Donc, tout le périmètre du trou, on a ici un hachage. Alors, tu fais passer... On a une communication entre le haut et le bas. Comment? On a une communication entre le trou d'en bas qui aurait éventuellement été fait par la belette, par les dents crochues, et le trou d'en haut. Ouais. Ça communique. Oui, bien sûr que ça communique. Pourquoi ça me diffère le fait que ce soit percé verticalement ou que ce soit percé de façon... Alors, répétons.
Regardez ici. Donnez-moi un verre propre, s'il vous plaît. Moi qui enfonce le clou au vide. Non, il met pas. Non, j'ai épluché, j'ai enlevé la boîte crânienne. Parce que si tu mets ton truc, étant donné qu'il est, tu sais pas exactement quel dans tu vas créer un truc. Je veux dire, ce sont les ancêtres de la police scientifique. Parce que quand ils font le trou, avant tout le monde, ils l'ont inventé. Vous le dire devant tout le monde, mais je ne sais pas. Bravo. Regardez, vous avez ici deux possibilités. Vous avez la possibilité que la dent de la belette, avec ses dents, elle a fait un trou, et en face de ce trou qu'elle a fait dans l'os, en face, elle a fait un trou dans la membrane. D'accord? Et c'est comme ça qu'on avait compris que quand j'appuie ici, tout sort. Après, il y a un autre rave qui a dit, mais non, ça ne sert à rien. Zéhiré disait, ça ne sert à rien. Pourquoi? Étant donné que ses dents sont tordues, donc le trou, il est où? Il ne va pas se retrouver forcément en face. Il va se retrouver ici. Voyez-vous là? Ici, tout autour. Ça peut se retrouver tout autour et pas forcément en face. Et donc rien ne va sortir. Alors maintenant, le clou, je le fais passer partout ici. C'est-à-dire, puisque ça, comme vous dites, bravo. C'est-à-dire, une fois que j'ai épluché, j'ai enlevé le crâne. Maintenant que j'ai enlevé le crâne, j'ai l'endroit exactement où il y avait le trou en face du crâne. C'est la membrane supérieure. La membrane supérieure. C'est quelle membrane qui rentrait pas? C'est l'extérieur. C'est laquelle membrane? L'extérieur. Répondez-nous. On a dit que c'est la première membrane extérieure, d'accord? Ouais. Alors ici, est-ce qu'il y a un trou ou pas dans cette membrane extérieure? Obligatoirement, il y en a obligatoirement. Pourquoi? Mais peut-être qu'elle a percé que l'os, elle n'a pas touché du tout à la membrane, elle. Il y a deux membranes, on a dit. Mais la membrane supérieure, si elle n'a pas été touchée, elle est très fin, la bête. Donc je transfère l'os, c'est pas la membrane que je transfère. L'os, j'enlève l'os. Alors, si j'enlève l'os, il y a un trou, il n'y a pas de trou. Alors, Que ça besoin de mettre. La belette, c'est d'abord le crâne. ouais, Exactement. exactement. S'il y a un trou, ça besoin de mettre. Oui. On enlève la boîte. Après que j'ai vu où se situe le trou. Il y a un trou. Il y a un trou dans l'os. Il y a un trou dans l'os. L'os qui est au-dessus, elle a troué, ça c'est sûr. Je vois le trou dans l'os. Quand la... Pourquoi j'ai besoin d'ouvrir la boîte crânienne pour aller voir le trou dans l'os? J'ai pas compris. Pas dans l'os, derrière l'os. La membrane, parce que comment je peux savoir? J'ai fait la shrita, d'accord? J'ai fait la shrita. Maintenant, qu'est-ce que je me pose comme question? J'ai le droit de manger ce poulet ou j'ai pas le droit? Il y a ici un trou dans l'os, je vois le trou dans l'os. Maintenant, est-ce que le trou dans l'os, quand elle a fait rentrer sa dent, elle a percé aussi la membrane, oui ou non? Je ne sais pas. Alors maintenant, j'ai fait la shrita, je mange ou je mange pas? Alors tu ouvres complètement la tête, enlève le crâne. Tu enlèves le crâne. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien du tout à l'œil nu. Alors tu dois faire une bdika. Quelle bdika tu vas faire? Alors tu prends un masmer et tu fais passer le masmer et tu vois si le masmer il rentre ou pas. S'il rentre, c'est qu'il y a un trou. Alors maintenant, comment on appelle ça? Zéhiré disait au nom de Rish Lakish, la bdika avec le doigt par en dessous, ça marche, mais pas avec le masmer, parce que le masmer, il risque lui-même de trouer, et donc tu vas créer un problème qui n'existait pas. Et Rabbi Yochanan dit, c'est pas vrai, la membrane, elle est tellement rigide, la membrane au-dessus, il a fait tellement solide, que le masmer, il va pas faire de trou, t'inquiète pas. Si le masmer, il est rentré, c'est qu'il y avait déjà un trou auparavant. Non, la boîte crânienne, on l'a enlevée, on l'a ouverte. J'ai le cerveau dans la main. J'ai le cerveau dans la main. Il y a un trou dans la membrane ou pas? Eh bien, je mets le masmer. Si le masmer il rentre, c'est qu'il y a un trou. De l'intérieur, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Oui, mais l'os, il n'est plus là. J'ai enlevé l'os. J'ai maintenant dans ma main le cerveau. Le cerveau, il a une membrane. Je prends le masmer et je mets là où il y avait le trou. Là où il y avait le trou dans l'os. Pour savoir est-ce que la dent, elle est allée jusque là.
Je vois qu'il y a un trou. On le cherche ce trou. Ah, tu le cherches. Tu viens une expliquer. Tu fais tourner Ah, tu viens le comme le Ce qui ça passe, que vous n'avez pas tous, c'est que ces Chachamim, ils étaient avant la police scientifique. Ils ont mis un petit tuyau pour savoir où la morsure allait. Donc c'est eux qui ont créé la police scientifique. Hein, Youssef, c'est pas le tout que tu es, hein. Oh, descends dans l'étage. Hein? Les Chachamim, ils ont essayé de savoir l'itinéraire exactement. Oui, parce que étant donné que c'est transparent, ce n'est pas visible à l'œil nu. C'est pas des choses que tu peux voir comme ça facilement. Comme c'est transparent. Alors la Gemara dit comme ça. Ubiplukta de Rabbi Yehuda ve Rabbi Nehemia. Had badik beyada, had badik bemarta. Man de badik beyada amarle le man de badik bemarta. Ad mata et amechalem amonam shel Israël. Amarle man de badik bemarta. Les man de badik beyada. Ad mata et amachil le Israël nevelot. Alors, la Gemara raconte que cette même discussion de Rish Lakish et Rabbi Yohanan a déjà eu lieu entre deux Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. L'un faisait l'abdika avec la main, en appuyant sur la bouche de la volaille et voir si ça débordait par le trou de la boîte crânienne ou pas. Et avec ça, il pouvait savoir si c'était tréfa ou pas. Et l'autre disait, je fais l'abdika avec une aiguille. Je prends l'aiguille, si ça rentre dans le trou, c'est qu'elle était percée. Sinon, c'est que ce n'était pas percé. Alors, il y a une discussion entre les deux. Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia se sont adressés des invectives. Et l'un a dit à l'autre, dans ma bdika encore, c'est très bien, mais dans ta bdika à toi, avec l'aiguille, tu sais ce que tu fais? Tu es en train d'anéantir l'argent d'Israël. Parce que ce pauvre monsieur, il avait une volaille qui n'était pas très fin. Toi, maintenant, tu viens et tu lui dis, elle est très fin. Mais tu veux que je te dise quelque chose? Tu l'as rendu toi très fin. C'est pas que tu l'as rendu très fin. Tu as créé le trou et tu crois qu'elle est très fin. Mais au moment de la shrita, le cerveau était parfait. Il n'y a que la boîte crânienne qui était perforée. Mais la dent de la belette n'a pas percé la membrane. Et toi, maintenant, tu dis, attends, je vais voir si elle a percé ou pas. Je vais voir. Tu prends l'aiguille, tu vois, hop, c'est rentré l'aiguille. Ça veut dire qu'il y avait un trou. Il y avait un trou très fin. Jette au chien. Skin. Je te dis, il n'y avait peut-être pas de trou. La belette, elle a peut-être pas troué la membrane. Elle a perforé que la boîte crânienne. Toi, maintenant, avec ton aiguille qui s'est rentrée dedans, tu crois que c'est très fin. C'est toi, ton aiguille, qui l'a percé maintenant. Elle n'était pas très fin avant. Eh bien, il lui a dit, tu es mechalé mamonam chez l'Israël. Tu es en train de détruire l'argent des Juifs. L'autre, il lui dit, si tu fais pas cette bdika, et que tu t'appuies que sur l'abdika avec le doigt, eh bien, avec ça, tu es en train de faire manger les Juifs des névélotes. Il lui a dit, tu es en train de faire manger des névélotes. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, la belette, elle a des dents en oblique, elle pique en oblique, donc même si tu appuies, ça sort pas, mais ça sort pas pourquoi? Parce que la perforation de la membrane n'est pas en face de la perforation du crâne, ce qui fait que les trous n'étant pas l'un en face de l'autre, donc le moah, la cervelle qui se trouve dans le cerveau, ne sortira pas, puisque ce n'est pas en face du trou qui va vers l'extérieur, et donc toi tu crois que tout est parfait. Tu crois que c'est parfait, mais c'est pas vrai. Il y a un trou là-bas et tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu parce que tu as appuyé, rien n'est sorti, mais c'est pas une preuve. Il y avait peut-être un trou. Et tu dis au bonhomme, tu dis c'est cachère. Et il va aller manger maintenant une volaille qui est nevela. La Gemara dit, pourquoi tu l'appelles nevela? Nevelot vehashchutahi. Et là, terefot. Terefot. Shemanikav kumamoah. La différence entre nevela et terefa, c'est que terefa, plutôt je vais commencer par nevela. Nevela, c'est un problème de shrita. La bête, elle est parfaite. Tu fais une shrita qui n'est pas bonne, ça s'appelle nevela. Mais dans Tréfa, c'est juste le contraire. Le mouvement de la shrita est parfait. C'est quoi le problème? C'est le problème de santé de la bête. La bête, elle est morte vivante, elle est Tréfa. Là, ici, c'est quoi le problème? C'est un problème de shrita ou c'est un problème de Tréfa?
C'est un problème de tréfa. Nikaf Krumamoa. La shrita, tu l'as très bien faite. Le problème, c'était que la bête elle-même n'était pas en bonne santé, puisqu'elle avait une perforation dans le cerveau. C'est une tréfa. Donc c'est une tréfa. Alors la Gemara dit, il faut corriger. Alors, Il ne faut pas dire Admatai, Atama Achille Israël Nevelot. Il faut dire Admatai, Atama Achille Israël Terefot. C'est ça ce qu'il lui a dit. Jusqu'à quand tu fais manger des terefot aux juifs parce que ta bdika n'est pas bonne? Tu fais une bdika avec le doigt, tu crois que c'est une bonne bdika? Et le moah, il ne sort pas parce que les dents de la hulda étaient en oblique. Mais si on ouvre le crâne, c'est un oblique, on ouvre le crâne, et là on appuie avec le doigt, et là ça va sortir, ou pas par le tronc. Puisque le crâne, on peut l'enlever. Si ça a été en oblique, je suis d'accord avec vous, le crâne bouche le trou. Mais si j'enlève le crâne, et je fais la bdika avec le doigt, le crâne, ça bouche avec le. J'ai pas compris, c'est pour ça que. oui, le trou est comme ça. Alors que le crâne est au sac sur le trou. Oui, mais Il n'y a quand plus tu de crâne. mets le doigt, Le crâne cache le trou, tu vois pas. pas sur le côté. Mais il n'y a plus de crâne. Excellente question. Je voudrais répéter la question de Rabbi Shalom Hacham. Il pose une question très très belle. Il dit, puisque le moah peut sortir au travers du petit trou, alors pourquoi est-ce que, au lieu de faire l'abdika avec l'aiguille, quel était ton problème? Pourquoi tu as dit l'abdika avec l'aiguille? Parce que tu as dit que si tu fais l'abdika avec la bouche, en faisant rentrer ton doigt dans la bouche, quand le cerveau se trouve encore à l'intérieur de la boîte crânienne, eh bien, ça risque de ne pas sortir. Mais il y a relié qu'il y a un trou, mais le moah il ne sort pas parce que le trou il n'est pas en face, le trou de la membrane n'est pas en face du trou du crâne. Alors, c'est la raison pour laquelle ta bdika n'est pas garantie. On n'est pas rassuré. Alors, Rabbi Shalom dit, eh bien, ouvre le crâne, prends le cerveau comme un sachet, tu appuies dessus. Si ça sort par le trou, c'est qu'il y avait un trou. Au lieu de prendre une aiguille et de passer sur la membrane, tout simplement, appuie. Ça sort, c'est très bien. C'est une belle question. Je pense que la réponse est la suivante. C'est que quand il y a le crâne tout autour, le crâne, il maintient l'ensemble. Quand tu appuies, là où il y a un trou, s'il y avait un trou à ce niveau-là, ça sortirait. Mais dans la mesure où tu fais sortir l'ensemble du cerveau, maintenant tout est fragilisé. De ce fait, quand tu appuies, maintenant tu peux créer le trou. Et c'est maintenant que tu vas avoir l'impression que tu avais ici un trou, et que... Voilà. S'il n'y a pas de trou, j'ai appuyé, on va créer un trou. Ouais. Je comprends pas. Quand vous prenez un sachet, d'accord, ici, vous prenez tout le sachet, vous appuyez dessus, forcément ça va éclater, ça va sortir. Dans tous les cas, même les précédents. Non, parce que dans le cas où vous avez l'os qui est autour, qui retient, qui protège, il faut faire une très forte pression pour que ça sorte. et le point faible, à ce moment-là, il part. Alors qu'ici, même sans forte pression, c'est tellement fragilisé, le tout est tellement fragilisé que l'endroit qui est fragile aussi, lui aussi va éclater immédiatement. Mais ce n'est pas... alors que si tout était bien protégé, il y a juste cet endroit-là, où il y a un trou, il n'y a pas de trou. S'il y a un trou, ça va sortir. S'il n'y a pas de trou, étant donné que c'est fortifié par l'ensemble, rien ne sortira par là. Car un petit trou, si vous mettez partout une protection en bois, d'accord, sur tout ça, il y a juste un seul endroit, un petit trou, eh bien rien ne sortira. Je vais appuyer dessus, rien ne sortira. Pourquoi? Parce que c'est renforcé par l'ensemble. Sauf s'il y avait ici un trou, alors là ça va sortir. Alors que si je prends tout est fragilisé, j'appuie, tchic-tchac, ça peut sortir. Maintenant la Gemara nous dit, entre les deux, il y avait Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. On a dit, l'un faisait l'abdika comme ci, et l'autre faisait l'abdika comme ça. Mais on ne nous a pas dit qui faisait quoi. La Gemara cherche à savoir, par curiosité, qui est l'auteur de l'abdika bayad et qui est l'auteur de l'abdika avec l'aiguille. Il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. La Gemara dit Tistayem de Rabbi Yehuda hu de badik beyada. La Gemara dit certainement, Tistayem ça vient du mot mistama, certainement. Mistama, c'est Rabbi Yehuda, c'est lui qui faisait l'abdika avec la main. D'où je le sais. De Tanya, comme on le verra dans la braïta suivante.
Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon ben Elazar disait, au nom de Rabbi Yehuda, Bodkin la hulda bayad, avalo bemasmer. Clairement. Rabbi Yehuda disait, on fait l'abdika avec la main, mais pas avec le masmer, pas avec le clou. Pourquoi? Parce que le clou, il peut faire lui-même, il peut créer le problème. Et ce serait un faux problème. Alors que bayad, ça c'est une bonne bédika. Et la Braïta là-bas, elle conclut en disant, Nishbara etzem, afalpi shelo nikav krum shel moah. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si il y a eu un trou dans la boîte crânienne, eh bien la bête elle est terefa, même si le krum du moah n'a pas été percé. Et hein? Écoutez ça. Moi j'attendais une autre. Moi j'attendais que vous posiez une question. Hein? Nishba. Le crâne qui a été cassé, la boîte crânienne qui a été cassée, eh bien, elle est tréfa. Posez-moi une question. La question ici, elle saute à l'œil. Nishba, vous deviez poser une question. C'est qu'il y a ici une autocontradiction. Dans la même phrase, on a dit une chose et son contraire. Il y a 2 secondes, Rabbi Yehuda te dit que tu fais l'abdika bayad. Ça veut dire quoi, abdika bayad? Tu as un trou dans l'os, mais tu ne sais pas si ce trou qu'a fait la belette, c'est arrivé jusqu'à la membrane ou pas. Tu fais une abdika, tu appuies par en dessous. Et tu vois si le moah il sort ou pas. Ça veut dire que quoi? Que si tu as un trou dans l'os et tu n'as pas un trou dans la membrane, la bête elle n'est pas tréfa, elle est cachère. Et juste après, qu'est-ce qu'il te dit? Si l'os du crâne de la volaille a été cassé, même si la membrane elle est parfaite, elle est terefa. C'est pas possible. Mais l'os tout seul ne devrait pas être considéré comme un problème de tréfa. Puisque juste avant, tu m'as dit que, bien qu'il y ait un trou dans l'os, il faut encore appuyer pour voir si le moah il sort. Ça veut dire que si la membrane elle est parfaite, il n'y a pas de problème. Alors comment juste après tu te contredis? Une chose et son contraire dans la même phrase. Je vous relis. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer Mishum Rabbi Yehuda, Bodkin la hulda beyad avalo bemasmer. Ensuite, tu te dis, Nishbara etzem, afalpi shelo nikav akum shel moah. Incroyable. Alors, d'abord, la Gemara dit Tistayem. Déjà, c'est quoi Tistayem? Mistama, c'est Rabbi Yehuda qui avait dit que l'abdika se fait avec le doigt, et donc c'est Rabbi Nehemia qui a dit que l'abdika se fait avec le masmer. Bon, déjà ça, une chose qui est rentrée dans l'ordre. Maintenant, la Gemara pose la question que je vous ai moi posée. Hagufa kashia, il y a une autocontradiction de Rabbi Yehuda. Amarta, Bodkin la hulda beyad avalo bemasmer, alma itle bedikuta. והדרתני נשבר העצם אף על פי שלא ניקב קרום של מוח על מעלית לבדיקותה. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la première phrase, la première halakha que tu m'as enseignée en disant que tu peux faire bdika bayad, sous-entendu que grâce à la bdika, tu vas dire que la bête elle est cachère, bien que le crâne a été percé. Et juste après tu me dis en bedika, ça veut dire quoi en bedika? Ça veut dire que même si tu as une membrane qui est parfaite, malgré tout, ça ne sert à rien d'avoir une bdika d'une membrane parfaite. Pourquoi? Parce que l'os du crâne a été cassé. Ça veut dire que la bdika, elle ne sert plus à rien. À partir du moment où il y a un trou dans le crâne, elle est tréfa. Alors à quoi ça sert la bdika? Je ne comprends pas. Une fois tu me dis la bdika, elle sert à quelque chose, une fois tu me dis elle ne sert à rien. D'un côté, le crâne est fracassé, donc il y a eu de compression du cerveau. De l'autre côté, le percement, il s'est fait presque chirurgical. La Gemara dit, Sifa atan le'of shel maim, sheho'il ve'en lo krum, ho'il ve'en lo krum, en lo krum sal kadatar, et là ho'il ve'krumo rach. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que ça dépend de la catégorie d'oiseaux. Il y a des volailles et il y a des volailles. C'est qui les volailles fragiles? Ce sont les volailles qui vivent sur l'eau. Les volailles aquatiques. Il y a des oiseaux qui ne vivent pas à côté de l'eau. Ce n'est pas comme des canards, ou des cygnes, ou des flamands. Hein? Je ne vous parle pas de manger. Je parle des oiseaux qui vivent, les mouettes et ainsi de suite. Je parle, c'est des volailles. Mais maintenant, les volailles cachères, comme par exemple des canards. Les canards
vivent sur l'eau. Alors, ils ont un crâne, ils ont un cerveau dont la membrane est très fragile. Si le crâne a été cassé, perforé, même la membrane, c'est sûr qu'elle a été fragilisée, elle a été percée. Il est presque impossible que le canard ait un crâne fracassé et une membrane parfaite. Si la belette a mordu la tête du canard, eh bien c'est sûr que ce canard, il est très fin. Pourquoi ? Je n'ai même pas besoin de faire une recherche. C'est même pas la peine de faire une vérification. C'est sûr. C'est comme du beurre, bravo. Tu as percé le crâne, tu as certainement percé la membrane. Donc c'est même pas la peine de chercher. Ça c'est off shel maim. Mais un off classique, qui ne vit pas au bord de l'eau, eh bien celui-là, il a une membrane qui est forte, qui est solide, comme du plastique. Bien que la belette lui a percé la tête, va chercher si la membrane est encore parfaite. Il y a reliot que c'est cachère. Et tu vas sauver la mise. Amar les Rav Nachman, les Rav Hanan. La Gemara va raconter une histoire qui nous permet de constater la différence entre des oiseaux aquatiques et ceux qui ne le sont pas. Amar les Rav Nachman, les Rav Hanan. Rav Nachman a raconté à Rav Hanan. Mar Amar Shmuel Badik Beyada ou Marchar. Vehuna Havrin Amar Rav Badik Beyada ou Marchar. Veatane Levi Terefot Shemanu Hachamim Babehema Kenegdan Baof. Yater Alehem Of. Nishbar Aitzem Afalpi Shelo Nikav Krum Shel Moach. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Nachman a dit à Rav Hanan, vous, c'est-à-dire, vous Rav Hanan, vous m'aviez dit que vous avez vu que Shmuel avait fait une bdika d'un oiseau qui avait été mordu par une belette dans la tête, il a fait une bdika avec le doigt dans la bouche, et il a dit kasher. J'ai eu la même histoire avec Rav Huna. Huna, mon ami, m'a dit qu'il a vu Rav faire la bdika avec le doigt, il a dit kasher. Mais mon problème, c'est Lévi. Lévi, c'est aussi un grand hacham. Lui, il a dit que toutes les tréfotes qui existent pour les bêtes existent également pour les volailles. Toutes les tréfotes qu'il y a Babehema, il y a aussi Barofot. D'accord ? Seulement, la différence entre les deux, c'est qu'il dit qu'il existe une tréfa dans la volaille qui n'existe pas dans les behemoth. C'est qui ? C'est celle qui a eu Nishbar Etzem Agulgolet, qui a eu un fracassement du crâne. Nishbar Etzem, Afalpi Shelo Nikav Kum Shel Moach. Bien que la membrane n'a pas été percée. Je suis très étonné. D'après Lévi, il en ressort que ça ne sert à rien de faire entrer le doigt. Parce que même si la membrane elle est parfaite, elle est très fin. C'est ce qu'il a dit. Amarle, Haou Be'of Shel Maim. Oh, il vient le krum. Lévi parlait de volailles aquatiques qui vivent sur l'eau, comme les canards, qui n'ont pas de krum, ils n'ont pas de membrane. Et le krum, c'est le cas d'Atar, ils n'ont pas de membrane, c'est pas possible. Et là, il ou krum morach. Ils ont une membrane, mais qui est tellement molle que si le crâne a été cassé, c'est sûr que la membrane également. La Gemara raconte encore une histoire qui nous montre qu'il y a une différence entre des volailles aquatiques et celles qui ne le sont pas. Haït Tarnegolta de Havaï Berav Hana. Il était une fois une tarnégolette qui vivait, une poule qui vivait dans la maison de Rav Hana. Ils lui ont fait la shchita, chadré les kamé de Rav Matna. Nishbar ha'etzem velo nikav krum shel moa Havaï. Ve'ach shera. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils l'ont envoyé chez le Rav pour poser la question? Parce qu'ils ont dit elle a été mordue par une belette, le crâne a été plutôt cassé, fracassé, et on voulait savoir si c'est cachère ou pas. Il n'y a pas écrit belette. Il y a écrit le crâne a été cassé. Et qu'est-ce qu'il a dit Rav Matna? Il a dit cachère. Cachère. Amar le ve'atane levi trefot shemanu hachamim babehema kenegdan ba'of.
Yater aleem rov nishbar etzem afal pi shelo nikav kum shel moach. Il lui a posé la même question. Il lui a dit, je ne comprends pas comment vous avez dit kasher. Pourtant, Lévi a dit que il y a une supériorité dans la volaille par rapport aux animaux. C'est que la volaille, il a en plus une tréfa. Laquelle? Fracassement du crâne. Bien que la membrane est intacte. Alors il lui a donné la même réponse. Amarlo, Hatam be'of shel ma'im, ho ilven lokum. Il lui a dit, parce qu'on parle là-bas, lui, Lévi, il a parlé de volailles aquatiques qui vivent sur l'eau, qui n'ont pas de membrane. Amarlo, en lokum, c'est gadatar, et laïma, ho ilukrumorach. C'est pas qu'ils n'ont pas de membrane du tout, mais c'est que c'est tellement mou, c'est tellement fragile que s'il y a eu perforation du crâne, il y a eu forcément perforation de la membrane. Maintenant, la Gemara nous raconte que parfois, lorsqu'il y avait une volaille qui avait été mordue dans sa tête par une belette, la bédika se faisait autrement. Rav Shizvi badik beshimsha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il mettait au soleil le cerveau et il voyait. Pas le soleil, excusez-moi. Pardon. Il épluchait le cerveau, il retirait la membrane et il regardait au soleil. Et il voyait si, au niveau du soleil, on voit que, au niveau du trou, ça brille, dans les contours du trou, ça brille, eh bien, ça veut dire qu'il y avait là-bas un trou. Comme ça dit Rashi dit, Badik Beshimsha, Neged Hashemesh, Mistakel, Imir Enekev, Sheaor Yafel Abdika. La lumière du soleil, ça peut nous aider pour déceler la présence d'un trou. Rav Yemar Badik Bemaya. Rav Yemar, il faisait avec de l'eau. Alors certains expliquent, Bemaya, qu'est-ce que ça veut dire? Il allait se servir de la membrane comme un sachet. Il vidait le contenu de la membrane, il retirait tout le moah et il mettait de l'eau. S'il y avait un trou, ça coule. Hein? C'est suffisant. Pour pouvoir faire tout ça, je finis. Attends, peut-être la tête d'une poule, déjà, c'est tout petit. D'un canard, pardon. Il y a ceux qui disent que c'est autrement. Avec l'eau, c'est pas qu'ils remplissaient le moah avec de l'eau, c'est qu'ils mettaient de l'eau là où il y avait le trou. Ils versaient de l'eau là où il y avait le trou. Et donc, s'il y avait du moah qui sortait, l'eau allait sortir sale. Ça veut dire que le moah allait se mélanger à l'eau et on voit l'eau un peu trouble. Si c'était clean, c'est comme du plastique qui est clean, eh bien tu mets de l'eau, l'eau sort limpide. Si ça sentait mauvais, ça veut dire... Hein? Ça sentait mauvais, l'eau sentait mauvais. Par exemple, on pouvait tester que... Nachon. Ça veut dire que tout dépend de la réaction. Regardez, Rashi en haut. Tournez la page, regardez le premier Rashi de la page en haut. Bemaya, Motsi, Kolamoah, Minakum, Derer Pia, Kemoshi, Yoredet, Rodashidra. Il vidait par la moelle épinière, il vidait le contenu, Memale Akum Maim, ensuite il remplissait la membrane avec de l'eau. Im Yotse Derech Hamaka, Beyadouar, Shenika Vakum. Si l'eau coulait par le trou, ça veut dire qu'il y avait un trou. Lishna Harina, deuxième pirouche, Machnis Banekev Aetzem Maim, Vechozer Umotzio Veroe, Im Nitlabnu Biadoua Shenitarev Amoach Bahem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il mettait de l'eau dans le cerveau, dans le trou du crâne. Au lieu d'éplucher le crâne, il n'épluchait pas le crâne. Il mettait de l'eau dans le trou du crâne. Et si l'eau ressortait sale, c'est que l'eau était salie par le moah. Si l'eau ressortait limpide, c'est que il n'y avait pas de moah. Il y avait un autre Rav qui s'appelait Ravaha Bar Yaakov Badik Begila de Hitata. Qu'est-ce que ça veut dire? Il prenait la pointe des gerbes de blé. Qu'est-ce que ça veut dire la pointe des gerbes de blé? Il faisait passer comme ça sur le trou. Et il voyait, pas sur le trou, sur l'endroit du trou. Et il voyait si la gerbe de blé se bloquait, eh bien, ça veut dire qu'il y avait un trou. Si ça passe normalement, c'est lisse, c'est comme sur du plastique, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas d'obstacle. Begila de Hitata. Hein? Bravo. Amar Rav Shizvi, Hane Avazé Didan, Kerov Shelmaim Damian. Rav Shizvi disait que les oies qui poussent chez nous ressemblent à des canards, c'est-à-dire qu'ils ont une membrane très très molle
Et donc, s'ils ont la goulgolette, le etzem goulgolette qui a été fracassé, elle est tout de suite considérée tréfa. Ce canard, il est taref. Dès que, cette oie, elle est tréfa. Même si ils ne vivent pas au bord de l'eau, malgré tout, ils ont le même caractère, la même nature, c'est que la membrane est très molle. Et maintenant, la Gemara va analyser l'histoire de Nafla Laour, une volaille qui est tombée dans le feu. On a dit que ça dépend de la couleur des entrailles. Le rouge qui est devenu vert, le vert qui est devenu rouge. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Yossi ben Yoshua. Shi'ur yerukatan ke shi'ur nekuvatan. Ma nekuvatan bemasheu af yerukatan bemasheu. Lorsqu'on a dit que le feu peut brûler et donc changer de couleur, les entrailles, ça rend taref. Combien de surface doit être brûlée pour qu'il soit taref? Ça veut dire que les entrailles, ça peut être toutes les entrailles qui ont changé de couleur, ça peut être un tout petit peu. Quel est le shi'ur en surface? Combien faut-il de la surface de la chair de la bête qui soit brûlée pour dire qu'elle est tréfa? Réponse, machéhu. Comme un trou. Quand il y a un trou dans les membres, les organes vitaux, on avait dit combien? Par exemple dans le véchette, dans l'œsophage, il y a un trou, même minuscule, tréfa. Eh bien la tréfa, brûlure, même machéhu, ça y est, tréfa. Si elle était brûlée, même très peu, c'est comme un trou. La Gemara pose la question. Ba'amine Rabbi Yosef berede Rabbi Yoshua ben Levi, mais Rabbi Yoshua ben Levi. Horika kaved keneged bnei me'aim mahu. Amarleh terefa. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si le foie, qui était d'une bête qui était sur le feu, son foie est devenu, au lieu d'être rouge, est devenu yarok, vert. Comme quand vous allez griller du foie, vous voyez comme c'est un peu vert. Il lui a dit maintenant, c'est keneged bnei me'aim. En face, le foie, mais dans la partie qui est en face des intestins. Alors il lui dit tréfa. Taref. Il lui a dit veloye la nitla. Je comprends pas. Même si cet endroit-là, on l'avait complètement coupé, on a déjà appris que l'ablation du foie, c'est problématique que dans la mesure il ne reste plus rien. Ou bien il reste moins de kazaït. Mais s'il reste kazaït de foie, c'est cachère. Alors maintenant, pourquoi tu me dis que si ça a été brûlé, c'est tréfa? Amarava. Kevan shorika kaved. Keneged bnei me'aim. Beyadua shenafla laour. Venehmeru bnei me'aim. Ou tréfa. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, si tu vois que c'est yarok, comment ça peut être que cette couleur-là du yarok du foie? C'est que le foie, que cette bête-là, cette volaille, certainement, elle était sur le feu. Elle a traversé un endroit où il y avait du feu, et ce feu-là a rendu le foie comme ça yarok. Alors certainement, même les méraïm, les intestins par exemple, ont été brûlés. Puisque cet endroit du foie a été brûlé, qui était à proximité des bnei méraïm, des intestins, des entrailles, alors même si tu ne vois pas, parce que c'est blanc, les intestins sont blancs, tu ne vois pas que ça a été brûlé, mais ça a été brûlé. Quelle est la preuve que ça a été brûlé? C'est que le foie qui est à proximité des intestins a changé de couleur, est devenu vert. Voilà pourquoi je te dis tréfa. Donc, répétons, tréfa, c'est pas à cause du foie, tréfa, c'est à cause des bnei méraïm. Alors, pourquoi tu m'as parlé du foie? Le foie, c'est juste un signe, c'est un siman. Si tu vois que le foie, il a changé de couleur à cause du feu, il a changé de couleur, c'est que certainement, il est passé par le feu. Et puisqu'elle est passée par le feu et le foie a brûlé, le problème n'est pas pour le foie. Parce que le foie, même s'il est partiellement, même coupé carrément, on avait dit que c'était cachère. Mais c'est juste une preuve. C'est un signe. Comme quoi, elle était sur le feu, et donc ces bnei méraïm ont brûlé. Et tu ne vois pas à vue d'œil, et elle est très fa pour les bnei méraïm. Je ne comprends pas. Comment la volaille, elle peut se brûler? Expliquez-moi techniquement, je ne comprends pas. C'est pas un seau, on ne la fait pas passer au travers d'un cercle enflammé,
elle ne court pas sur des charbons ardents. Dans une ferme, elle peut courir et passer sur un feu. Il y a des feux partout. Ils ont du vieux bois. Et tu laisses toi les poules aller toutes seules vers le bois? Ah bah moi je les laisse pas balader moi. Surtout les poules. Les poules je les mets de côté. Rabbi Yahya, est-ce que vous avez déjà été à Wazan? À Wazan. Vous avez déjà été à la Hiloula de Rabbi Amram Ben Diwan? Non? Vous n'avez pas été. Alors regardez les photos des bûchers qu'ils font là-bas pour la Hiloula, où ils envoient là-bas des tonnes de bougies. D'accord? Et l'arbre qui est au-dessus, il ne brûle pas. Vous savez quel feu il y a là-bas? Sur toute une surface. Vous savez qu'est-ce qu'ils mangent? Là-bas, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent beaucoup de poulet. Ils font venir un shohet spécialement. Ils font un shhita, même des moutons, des poulets. Vous savez combien de poulets circulent là-bas? Il faut voir. Vous avez des centaines de personnes à nourrir. Il y a plein de volailles qui tournent autour. Il y en a une, Skena, elle courait après l'autre, elle s'est retrouvée dans le bûcher. Il y a quelqu'un qui est venu et a dit « Attention, elle a brûlé, vite, sors-la d'ici !» Ils l'ont fait sortir. Alors après ça, ils ont fait shhita. Il y a quelqu'un qui leur a dit « Mais moi, au Dafayomi à Natania, ils m'ont appris qu'il y a un problème. » Alors, ils ont dit « Ah, maintenant, on a compris. » Et ça sert à quelque chose d'apprendre. Rabbi Yoshua ben Levi, Haviale Haït Arnegolet. Rabbi Yoshua ben Levi avait une poule qui avait un problème, justement, de cette chéela de... Non. Quand le feu. Alors elle a brûlé. Elle a brûlé et on s'est posé la question au niveau de la cacheroute. Est-ce que ses entrailles aussi ont brûlé? Chadré les camés de Rabbi Elazar et Kapar Bérébi. Ils ont envoyé la volaille chez Rabbi Elazar et Kapar. Bérébi, ça veut dire le grand de la génération. Qui nous disent Ma'alacha, Amarle, Yerukin Havu, Ve Archera. Il lui a dit les entrailles sont de couleur verte, donc c'est cachère. Vea Anantnan, Yerukin Psulin. Alors Rabbi Yoshua ben Levi a posé la question à Rabbi Elazar et Kapar. Je ne comprends pas, mais dans la Mishnah, c'est écrit qu'au contraire, c'est un roc, c'est pas soul. Il lui a dit Lo amrou Yerukin Psulin, et là Bekur Kevan, Belev ou Bekaved. Il lui a dit tu veux savoir de quoi la Mishnah parlait quand elle a dit que si c'est devenu vert, c'est taref, parce que le feu a brûlé ses membres. On parle des membres qui normalement devraient être rouges, comme par exemple le foie ou le cœur ou l'estomac, ça doit être rouge. Maintenant, c'est quoi la couleur? C'est une couleur verdâtre. Une couleur verdâtre, ça veut dire que le feu a brûlé. Et donc, elle est très forte. Tanya Nameachi, c'est confirmé par la braïta suivante. Mais Elum Bne Me'aim Amrou, de quel membre interne Hachamim ont dit que si c'est devenu verdâtre, la bête elle est tréfa, quand elle a brûlé, Bekur Kevan, Belev ou Bekaved. L'estomac, le cœur et le foie. Très bien. Maintenant, la Gemara va nous parler d'un cas contraire. Rabbi Yitzhak Bar Yosef avalé haït tornegolta. Rabbi Yitzhak Bar Yosef avait une poule que aussi avait brûlé. Chadré les camés de Rabbi Abaou. Alors il a envoyé poser la question à Rabbi Abaou, cachère ou pas cachère? Amarle adumin havu vetarfa. Il lui a dit ces membres-là, je vois qu'ils sont rouges. Alors c'est tréfa. Ve'anatnan kesherim. Je comprends pas. Mais on a appris le contraire. Dans la Mishnah, on a appris que des Bnei Me'aim qui sont rouges, qui sont restés rouges, c'est cachère. Amarle adumin shehoriku veyerukin she'edimu trefa velo amru adumin kesherim ela belev ou bekurkevan ou bekaved. Il lui a dit, ça dépend de la nature des entrailles. De quelles entrailles tu parles? Si c'est des entrailles qui, au contraire, sont verdâtres et sont devenues rouges, alors c'est le feu qui les a rendues rouges, qui les a fait rougir. Alors c'est taref. Parce que c'était pâle et c'est devenu rouge par le feu. C'est sûr que c'est taref. Ou bien le contraire, des membres qui sont censés être rouges quand ils sont crus, comme le cœur, comme le foie, comme le kourkevan, l'estomac, et ça c'est devenu vert, verdâtre à cause du feu.
donc c'est devenu tréfa. Pachout, chaque membre, en fonction de ce qu'il est, de changement de couleur, sa couleur d'origine, c'était verdâtre, c'est devenu rouge, taref. Ou bien si à l'origine c'était rouge, c'est devenu verdâtre, taref. Agmara continue en disant Amar Rav Shmuel bar Hiya Marabi Mani Adomin Sheoriku Ushlakan Vehazru Vehedimu Kesherin Maitama Kutra Ailbeu. Incroyable. Si tu prends des membres et tu les mets à bouillir et tu vois que ces membres qui sont devenus verdâtres redeviennent rouges, c'est kasher. Je répète, la volaille, elle est passée par le feu. Elle a été brûlée. On a vu toute sa paume skena brûlée et tout. On lui a fait shchita. Très bon shochet, très bon couteau, bonne shchita. On ouvre, on voit ici un foie vert. Tout le foie verdâtre, le cœur verdâtre, l'estomac verdâtre. Il y a quelqu'un qui arrive, tu sais, il a vu que monsieur voulait le jeter à la poubelle. Il lui a dit, non, attends. Donne-moi ces membres-là. Donne-moi le foie. Donne-moi l'estomac. Non. Il prend une marmite, il met dedans de l'eau, il met à bouillir. Il met dedans les membres, il met à bouillir. Qu'est-ce que ça donne? Il revient la couleur. Ça redevient rouge. Et il dit, Makara, comment c'est possible? Il lui a dit, tu veux savoir pourquoi? En fait, ce n'était pas du tout le feu qui a fait changer de couleur ces membres. Tu veux savoir pourquoi ils sont devenus verdâtres? C'est la fumée de l'extérieur de la peau qui a pénétré l'intérieur et qui lui a changé de couleur. C'est de la fumée. C'est juste de la fumée. C'est pas que lui-même il a cuit. Le membre lui-même il n'a pas cuit. Le membre lui-même il est resté rouge. Mais pourquoi il a changé de couleur? Par un impact indirect de la fumée des membres externes. Si le rabbin fumait un joint, la poule, elle aurait été. Je dis la vérité. S'il fume un joint, la poule, après, vous avez du poulet. Alors, regardez ça. Regardez ça. Vous voyez l'extérieur, vous voyez la peau? La peau en dessous. Elle a marché sur du feu, elle a marché sur du charbon. Elle s'est brûlée en dessous. Là-dessus, c'est clair qu'elle s'est brûlée. On a vu qu'elle s'est brûlée en dessous. Notre question, elle est de savoir, est-ce que ça a brûlé que l'extérieur, et donc, dans ce cas-là, elle est cachère, ou bien ça a brûlé même les entrailles, et donc elle est taref. Alors maintenant, on te dit comme ça, que parfois, même si tu vois que les entrailles ont changé de couleur, ce n'est pas forcément une preuve de cuisson des entrailles. Il se peut que la cuisson, c'était que dans la paroi externe, qui, elle, n'est pas vitale, qui peut se régénérer avec le temps, avec des greffes et tout, mais en tout cas, même si ça a changé de couleur à l'intérieur, il se peut encore que ce soit lié simplement à l'effet du charbon, à l'effet de la fumée de la paroi externe qui a été brûlée, qui rentrait à l'intérieur. Et maintenant, quand tu vas le cuire, par exemple, tu vas cuire le foie, tu vas me dire, mais le foie, on n'a pas le droit de le manger cuit à l'eau, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais moi, je ne veux pas manger le foie, je veux manger tout le poulet, je ne veux pas manger le foie. Mais en faisant bouillir le foie, et que maintenant il est redevenu rouge, j'ai la preuve qu'en fait, le foie n'était pas malade. Le foie n'étant pas malade, il n'a pas été brûlé, ou le cœur, ou l'estomac, et bien maintenant, j'ai une preuve que la brûlure n'était pas interne, c'était que externe, et donc le poulet, je peux manger tout le poulet, il est cachère. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas donné qu'on a que les viscères se soient encore rétractés. Pourquoi il a rétracté ça marche pas? Parce que tu fais la différence entre le brûler vraiment et en fumer. Parce qu'en général, il y a d'abord le changement de couleur et après rétractation. Amar Rav Nachman bar Yitzchak afanan namin omar adumin shelo horiku shlakan veoriku trefa maitama iglai bahatayu. Qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable. On peut aussi avoir l'inverse, et là c'est plus difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Adumin shelo horiku ou shlakan veoriku trefa. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous. Imaginez-vous qu'il peut y avoir aussi une volaille qui est tréfa, et moi je crois qu'elle est kshera. Comment? Je vois les entrailles
sont restés rouges. Je dis, ah, c'est rouge. Pas changer de couleur. Pas changer de couleur. On te dit non. Tu sais quoi? Ce rouge-là, c'est que une superficielle. Un fumage. C'est un fumage. Toi, ce qu'il faudrait que tu fasses maintenant, mets-les dans de l'eau chaude et tu vas voir là maintenant. Si c'est verdâtre, c'est qu'en fait, le rougeâtre qui était à l'extérieur est parti et le problème s'est révélé. Ça veut dire que c'était verdâtre en réalité. C'était verdâtre en réalité. Seulement, il y a une couche qui s'est mise à l'extérieur qui a fait rougir à l'extérieur et tu crois que maintenant c'est cachère alors que ça ne l'est pas. Quand tu vas mettre dans cette eau chaude, tu vas enlever tout le fumage qui est à l'extérieur et tu vas voir maintenant qu'à l'intérieur ça avait vraiment brûlé. Et que l'organe vital a vraiment brûlé et elle est tréfa. C'est incroyable. À tel point que Rav Ashi a voulu dire il karlo lichol inish ela bishlaka. À tel point que Rav Ashi a dit maintenant on n'a plus le droit de manger des volailles si tu n'as pas fait cette vérification. D'accord? Je m'explique. C'est pas toutes les volailles, excusez-moi. C'est pas précis. Rav Ashi, quand il a dit il karlo lichol inish ela bishlaka, ça veut dire que, regardez, Rashi explique. Lo lichol inish of shenafal laour ela bishlika. Quand tu as une volaille qui est passée par le feu et tu te poses la question jusqu'où la brûlure a pu rentrer, pénétrer le corps de la volaille, eh bien, il faut toujours faire systématiquement bouillir dans l'eau parce que tu peux avoir des surprises. Tu peux avoir du rouge qui devient vert, tu peux avoir du vert qui devient rouge. Eh bien, il faut toujours faire shlaka. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Regardez Rashi. Velohi, on ne craint pas un problème lorsqu'il n'y en a pas. On ne crée pas les problèmes. On a besoin de vérifier que lorsque, à vue d'œil, il y a un problème. Mais s'il n'y a pas eu de changement de marée, on ne se pose pas la question. Regardez Rashi. L'omarzekinan, echad elominka re'uta behedia, lotarfinan la, elaimken mitrame de shalikla vehazi re'uta. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas besoin d'aller chercher les problèmes. Je vois que c'est rouge. La ronde, c'est rouge. La ronde. Mais si jamais tu as mis dans l'eau bouillante et cette rougeâtre a disparu pour laisser la place à la couleur verdâtre, eh bien sache que c'est un problème. Ne te dis pas c'est rien du tout, mais au début c'était rouge. Faut pas te dire ça. Je te demande pas d'aller chercher le problème. Lorsque c'est cachère parce que c'était rouge, je te demande pas d'aller maintenant vérifier. Mets dans l'eau chaude et vérifie. Je te demande pas de le faire systématiquement. T'as pas de problème, ne crée pas les problèmes. Si elle est cramée, faut faire ça. C'est le mauvais chose. Ah, pendant 3 heures, on t'explique que les pommes blancs d'un goût de nuit. C'est pas une obligation. C'est pas Pourquoi vous comprenez pas? Puisque quand elle a été brûlée, on vérifie s'il y a un changement de couleur. Il y a quelque chose de couleur avec toutes les erreurs possibles. Alors on te dit, non, c'est pas la peine de chercher. Regarde, pas de chercher alors. Alors tu peux être dès que rouge, c'est brûlé, moi je dis qu'il faut faire la petite vert, ça peut être rouge, alors. Et c'est pas logique, hein. Je suis d'accord, c'est pas Très très bien, Rabbi Yosef Shalita. Ouais, Shalita. Ça te dit qu'il sonne Olam. Alors, il pose une bonne question que je vais répéter. Il dit, mais on vient de dire que cette éventualité existe. Ça existe. De quoi? D'avoir une surprise. Parfois agréable surprise, parfois désagréable surprise. Ça veut dire que tu peux avoir du cachère et qui a l'air du non-cachère et tu peux retrouver la cacheroute, et tu peux avoir du non-cachère qui a l'air de cachère et tu peux dévoiler la non-cacheroute. Alors Rabbi Yosef dit, comme dire Rav Ashi, il dit, faut tout le temps vérifier. La Gemara dit non, c'est pas la peine d'aller chercher, pas la peine de vérifier. À vue d'œil, c'est bon, laisse. Même si tu sais que c'est passé par le feu. Ça veut dire que normalement, dans 90% des cas, la couleur est révélatrice. Maintenant, il peut y avoir des surprises. C'est 10% des cas. Je ne vais pas aller les chercher ces 10%. Alors maintenant, si jamais tu as fait le test, et ça s'est avéré comme ça,
eh bien sache que ça peut exister. C'était vert, c'est devenu rouge, eh bien bravo, t'as gagné. T'as gagné un poulet. Tu pouvais avoir le contraire. Ça pouvait paraître rouge, et toi par hasard, tu as été mettre, voilà, tu as pris le cœur, tu l'as mis, ou le foie, et tu l'as mis à l'eau, et hop, hein, on voit que c'est vert. Voilà, maintenant on a décelé un problème. Eh bien maintenant, sache que bien que ce soit rarissime, mais c'est arrivé, eh bien mon cher ami, tu ne pourras pas manger ton poulet. Tu ne pourras pas manger ton poulet. On a découvert le poteau rose. Ça veut dire que, bravo, on a une hazaka. Hazaka, que à vue d'œil, c'est bon. Pas besoin de chercher. Mais si, par concours de circonstances, on en est là, on a mis dans l'eau chaude, et il y a eu des révélations autres que ce qui paraissait au début, eh bien, c'est à prendre en considération. Ça a une explication, comme l'explication de la fumée qui est entrée dans le membre, comme l'explication du contraire aussi, quelque chose qui a brûlé, que extérieurement, après il y a eu une couleur rouge qui était superficielle, et voilà que maintenant, on a découvert le poteau rose. Donc, il faut le savoir que ça existe. On ne va pas aller chercher les problèmes, mais si on en est confronté, il faut savoir quelle est la halakha. Le bonhomme, il va se dire. Le bonhomme va se dire. Tant que le problème a mangé, ça va. Ouais. Et quand